mouvement est produit par une suite de déséquilibres. Et il en est de même en économie. Il ne peut y avoir de croissance sans succession de déséquilibres. C'était une des critiques adressées au modèle d'équilibre général les plus parfaits. Si tout était arbitré parfaitement, si les taux d'intérêt notamment étaient en permanence égaux au rendement attendu du capital, il n'y aurait plus d'opportunités d'investissement. Ce serait l'état stationnaire. Quand en plus l'équilibre n'est abordé que sous l'angle comptable, c'est-à-dire que l'on envisage l'objectif de déficit zéro, que ce soit pour les agents privés ou publics, on bascule simplement dans l'hérésie économique. Les besoins d'investissement privés et collectifs ne sont pas les mêmes selon le stade de développement d'une économie et la capacité d'épargne varie de son côté avec la pyramide des âges ou avec l'état d'avancement des institutions sociales. S'il est un apport de la mondialisation, c'est bien celui d'avoir désenclavé l'épargne. Les marchés financiers sont là, en théorie du moins, pour réallouer l'épargne entre les agents privés et l'État, et entre les pays et les régions du monde. Se priver de cette possibilité, c'est simplement contraindre considérablement les potentiels d'investissement, d'innovation et donc de croissance. Cela est vrai notamment pour les États. Se fixer l'objectif de déficit zéro, c'est contingenter artificiellement les possibilités d'investissement collectif. C'est au nom de l'équilibre assécher les marchés des obligations publiques et ne plus produire aucun support sûr et liquide pour composer des portefeuilles d'actifs diversifiés. C'est donc au nom de l'équilibre comptable entraver l'équilibre économique et notamment la possibilité pour la finance de pondérer correctement les risques. C'est d'ailleurs lorsque les États-Unis ont brièvement côtoyé l'équilibre budgétaire à l'aube des années 2000 que le poison de la titrisation AAA, Fannie Mae et Freddie Mac, a contaminé la finance mondiale. C'est laisser aux États-Unis demain, qui ne succomberont pas à l'hérésie du déficit zéro, le soin d'absorber et de recycler les excédents d'épargne du monde, pour leurs propres infrastructures et pour le réinvestir dans la prise de contrôle des entreprises étrangères et s'approprier de la sorte de nouveaux marchés. Alors oui, la dette publique doit être soutenable. Oui, la France a abordé la crise avec un déficit excessif, mal piloté. Oui, les pays développés peuvent avoir intérêt transitoirement à se rapprocher d'une cible de déficit zéro pour organiser le reflux de leur endettement. Mais revendiquer un objectif universel de déficit zéro pour les États témoigne d'une inculture économique au moins équivalente à celle qui sous-tend le mythe de la planche à billets pour les États. Alors je le sais bien, il y a le modèle envié du Canada qui traverse la crise mieux que les autres pour avoir abordé la crise en déficit zéro et l'avoir érigé en règle. Sauf que lorsque l'on est le Canada, que votre principal voisin fait 10 fois votre taille, vous entraîne dans un sillage de croissance supérieur à 2%, appuie quand c'est nécessaire sur l'accélérateur budgétaire et représente 76% de vos exportations, alors la contrainte, il est vrai, a un impact récessif très dilué. Quand l'Allemagne mène la même politique dans le contexte européen, elle ne fait que saper la croissance des générations futures sur son sol et sur l'espace européen. Elle sert au mieux les intérêts des retraités d'aujourd'hui en s'abritant à tort derrière le motif de la solidarité intergénérationnelle.